On va accueillir maintenant Mme Isabelle Bérubé qui va nous présenter sa conférence Ville, biodiversité et climat. Mme Bérubé est détentrice d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en sciences appliquées de l'Université Laval. Elle est conseillère municipale pour la municipalité de Saint-Bruno de Montarville depuis 2013 et il travaille aussi comme journaliste et puis directrice de l'Alliance Switch pour une économie verte. Elle est passionnée par les enjeux d'aménagement du territoire, de protection des milieux naturels et par le rôle qu'ils peuvent jouer dans la résilience au changement climatique. Elle s'intéresse également aux impacts de l'extraction des métaux sur la biodiversité et la justice environnementale. Donc, je vous laisse la parole, Mme Bérubé. Madame Bérubé, vous avez conservé un réflexe 2020. Oui, mon micro était fermé. Ouvrez votre micro, puis vous pouvez reprendre votre intervention. Merci. Oui, ça arrive à tout le monde en ce début de 2021. Je parlais dans le vide. Merci pour cette présentation, Andréane. On n'a pas mentionné que j'étais aussi directrice du développement pour la Société pour la nature et les parcs, mais j'y reviendrai dans ma conférence. Également, remercier le le regroupement national des conseils régionaux en environnement pour leur invitation. Et je tiens à souligner que mes prédécesseurs ont très bien mis la table pour ma présentation. Il y a plusieurs sujets qui vont se recouper, c'est très bien. Ça permet de répéter et d'insister sur certains points. Alors, je suis prête à débuter ma conférence. J'ai tenu à mentionner que je suis conseillère municipale à Saint-Bruno de Montarville. Je pense que c'est un élément important qui va teinter ma conférence. Ça me donne des compétences en urbanisme aussi. Je ne suis pas urbaniste, loin de là, mais ayant siégé dans les comités consultatifs en urbanisme, je connais la loi sur l'aménagement et l'urbanisme notamment. J'ai aussi travaillé à l'adoption du schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil. Et tout ça me permet d'avoir une perspective complètement différente sur les outils d'aménagement, le comportement des conseils de ville, l'attitude que nous avons par rapport aux projets de protection du territoire et bien sûr en lien avec le fait que je travaille en environnement. Rapidement, la Société pour la nature et les parcs, on est une organisation à but non lucratif dédiée à la protection de la nature. On travaille à la création d'aires protégées à travers la province. Notre objectif, donc, c'est d'assurer la protection à long terme de la forêt boréale du Grand Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent les espèces menacées. On est très préoccupé par le déclin de la biodiversité. Suivante. Je me suis amusée à passer à travers le plan pour une économie verte pour voir comment il pouvait nous inspirer tous. Bien sûr, on y reconnaît que le recours accru aux milieux naturels, dont la forêt, il y avait un rôle à jouer au niveau du stockage. À la Société pour la nature et les parcs, nous pensons aussi qu'on pourrait aller plus loin pour reconnaître l'apport des milieux naturels comme des réservoirs de carbone existants. C'est-à-dire que si on était capable de faire en sorte qu'on calcule l'évitement quand on fait une conversion d'un milieu naturel pour le développer, ça nous permettrait d'inscrire dans le bilan des apports considérables quand on est capable de conserver un milieu au lieu de le détruire. Suivant. Alors, encore une fois, dans le plan pour une économie verte, on reconnaît bien que les outils d'aménagement du territoire nous aident à protéger la biodiversité. On parle de zones tampons face aux inondations, à la gestion des eaux de pluie, aux îlots de fraîcheur. Ce sont des principes bien reconnus. Encore une fois, nous croyons que les milieux naturels sont des puissants outils d'atténuation parce qu'ils captent ou stockent les gaz à effet de serre. Suivant. C'est donc un constat là, que tout le monde a pu faire aujourd'hui. La lutte contre l'étalement urbain, la protection des milieux naturels, la lutte contre l'érosion de la biodiversité sont indissociables de la lutte aux émissions de gaz à effet de serre et à notre adaptation à la nouvelle réalité climatique.
Je fais une petite mention sur la photo que vous voyez sur ma présentation. C'est un magnifique milieu qui est maintenant une réserve naturelle, qui était un parc municipal à Saint-Bruno-de-Montarville et donc qui a été versé au registre des aires naturelles, qui est un registre des aires protégées qui permet de comptabiliser tous les territoires qui sont conservés en vertu des objectifs là, de protection du territoire. Je reviendrai, mais c'est le parc thaïlandais, c'est magnifique, c'est un endroit fantastique et donc qui est protégé à perpétuité maintenant parce qu'il est protégé en vertu des lois provinciales. Suivante. Pour ce qui est des outils financiers qui sont à la disposition des municipalités, je pense que Mme Keynes a bien mis la table pour moi en parlant des différents outils dont pouvaient profiter les municipalités. Mais la réalité, c'est que quand une municipalité a un milieu naturel à sa disposition, selon le zonage, il y a beaucoup de municipalités qui vont réagir en protégeant, en décidant de développer les milieux pour ne pas se priver de revenus fiscaux et également pour éviter de se faire poursuivre pour expropriation déguisée. J'en tiens, par exemple, à Saint-Bruno-de-Montarville, nous avons des poursuites équivalentes à 65 millions de dollars pour un budget annuel de 58 millions, simplement parce que nous souhaitons protéger des milieux qui sont des milieux naturels inscrits sur notre territoire comme des zones résidentielles et qui sont pourtant des milieux qui nous apportent énormément de bienfaits, notamment au niveau de la santé des populations et des services écosystémiques. Donc, il y a certainement beaucoup de choses qu'il faudra revoir pour aider les municipalités à protéger les milieux naturels. On ne tient pas compte encore dans notre gestion des actifs, des services, des écosystémiques et des bénéfices sur la santé des populations. Ce n'est pas un élément qui est tenu en compte dans la comptabilité des municipalités. Moi, je suis pour une intégration de ces concepts-là dans nos outils financiers également. Il faut qu'on en tienne compte lorsque vient le temps de prendre une décision, à savoir si on doit développer ou protéger un milieu naturel pour protéger la biodiversité. Je fais mention des travaux de l'Institut national de santé publique du Québec à cet effet-là. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par l'Institut national en matière pour chiffrer les services écosystémiques et également pour chiffrer les bénéfices santé pour les populations. Ils sont arrivés avec des chiffres quand même intéressants pour démontrer qu'il y avait un impact financier qui pouvait être tenu en compte. Également, la Fédération canadienne des municipalités travaille dans ce sens-là. Je reviens sur le concept qui a été mentionné par Jérôme sur le Nature-Based Solution. C'est de plus en plus discuté dans les instances, notamment auprès aux Nations unies. Il y a beaucoup de discussions autour de ces solutions nature pour le climat et comment nous pouvons les utiliser pour en faire profiter la biodiversité. Prochaine. À la Société pour la nature et les parcs, nous avons donc lancé le Fonds des municipalités pour la biodiversité. Notre partenaire principal, c'est la Fondation de la faune du Québec. Alors, ce fonds-là a été mis à la disposition des municipalités grâce à la contribution du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Nous avons eu 1,8 million de dollars sur 3 ans pour permettre aux municipalités, en fait, pour leur offrir une contrepartie lorsqu'elles décidaient de mettre de l'argent de côté pour la protection de la biodiversité. Je n'ai pas de compteur, hein, par ailleurs, je peux juste vous dire que j'ai aucune idée où est-ce que je suis rendue dans le temps pour ma présentation. C'est pas grave, je poursuis. Donc, le Fonds des municipalités pour la biodiversité, on a eu 1,8 million de dollars pour gérer sur 3 ans et distribuer entre les municipalités qui prenaient l'engagement de mettre de l'argent de côté pour protéger la biodiversité. Le fonds a été lancé il y a quelques années. Aujourd'hui, en janvier 2021, nous avons atteint 40 municipalités et MRC
qui ont adhéré au Fonds des municipalités pour la biodiversité, de telle façon que tout l'argent que nous avions à notre disposition est maintenant distribué. C'est une victoire parce que ça fait état du fait qu'il y a beaucoup de MRC, de municipalités, qui sont capables de prendre cet engagement-là vis-à-vis de la biodiversité, c'est-à-dire verser l'équivalent d'1 $ par ménage dans un fonds sur une période de 3 ans pour assurer que l'argent aille bien dans les programmes liés à la protection du territoire, la protection de la biodiversité. Suivant. Pourquoi est-ce qu'on s'est adressé aux municipalités? Bien, je pense que ça a été mentionné par mes prédécesseurs, mais je tiens à y revenir. Bon, d'abord, les municipalités ont des compétences en aménagement du territoire. Elles sont également les premiers acteurs qui ont un lien avec la population. Nous avons des liens avec tous les acteurs de la communauté. On pense qu'on fait partie de la solution. Là, je mets mon chapeau de conseillère municipale, mais clairement, les municipalités font partie de la solution. Ça a été démontré aussi par Mme Kane dans sa conférence. Et aussi parce qu'il y a une urgence à protéger le sud du Québec. Nous avons des cibles à atteindre en matière de protection du territoire et le sud du Québec est toujours en grand déficit. Avant les annonces de décembre, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu passer dans les journaux qu'en décembre, le gouvernement du Québec annonçait que nous avions réussi à atteindre la cible de 17 % de protection du territoire terrestre. Sur l'ensemble du territoire québécois. Avant cette annonce-là, il y avait seulement 5 % du sud du Québec qui était protégé. Maintenant, ce chiffre-là n'est pas à jour. Il a certainement augmenté, mais c'est clair que ce n'est pas 17 % dans le sud du Québec. On a encore une grande marge à franchir pour protéger le sud du Québec. Et je me permets de dire que le sud du Québec, c'est en deçà du 49e parallèle. Alors, je ne parle pas que du sud du Saint-Laurent quand je parle du sud du Québec. C'est vraiment un plus grand périmètre que ça. C'est en deçà du 49e parallèle. Suivante, s'il vous plaît. Donc, les municipalités qui adhèrent au Fonds des municipalités pour la biodiversité peuvent réaliser plusieurs projets. Ils doivent répondre aux critères des programmes de la Fondation de la faune du Québec. La Fondation de la faune du Québec a un paquet de programmes qui peuvent être utilisés. Bon, j'ai mis une photo du programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Il y a plusieurs municipalités membres qui ont beaucoup de territoires zonés agricoles. Donc, ils peuvent, en vertu de ce programme-là, mettre en place différentes initiatives pour protéger la biodiversité. Il y a aussi des programmes pour la planification des interventions, pour acquérir des terrains, pour mettre des panneaux d'interprétation. Enfin, tout l'argent donc qui est mis de côté dans le Fonds des municipalités pour la biodiversité peut être utilisé à maintes égards. Suivant. On a connu une croissance inégalée. Vous voyez la croissance du Fonds des municipalités pour la biodiversité. Alors, dans la dernière année, croissance fulgurante, on a pu permettre à 5 MRC de joindre le mouvement. Je les nomme ici, Papineau, Brome, Missisquoi, Drummondville, Quaticook, Nicolet, Yamaska et les sources. Ce sont les 5 MRC qui ont adhéré au fonds. Et donc, nous avons connu une forte croissance. Maintenant, nous avons attribué la totalité des sommes. Suivant. Oui, vous pouvez changer, merci. Également, le Fonds des municipalités pour la biodiversité fait des petits. Nous sommes en train de travailler à étendre ce concept dans 3 provinces canadiennes grâce à la contribution d'Environnement et Changement climatique Canada. Alors, le Fonds des municipalités pour la biodiversité aura un petit frère, une petite sœur en Alberta, Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan. Nous travaillons là-dessus avec l'équivalent de la SNAP Québec au Canada, qui est la Canadian Park and Wilderness Society, qui est notre maison mère. Suivant. La réalité du sud du Québec, ça a été nommé par Jérôme avant moi. Le territoire est énormément fragmenté. Nous n'avons eu aucune préoccupation en matière de connectivité des milieux naturels. Ça a eu un impact majeur sur la biodiversité. Les municipalités, de par leurs compétences, les MRC fonctionnent à l'échelle locale, régionale, avec, encore une fois, sans aucun égard à la connectivité des milieux.
Évidemment, il y a eu des enjeux de cohabitation évidents. Nous sommes au Québec devant un grand défi en matière d'aménagement du territoire. C'était une excellente nouvelle que celle de cette semaine annonçant la tenue d'une vaste réflexion autour de l'adoption d'une politique d'aménagement du territoire. De la même façon qu'on a réussi au Québec à protéger le territoire agricole il y a maintenant 40 ans, malheureusement, nous ne sommes pas dotés des bons outils d'aménagement du territoire pour protéger la biodiversité, pour protéger nos milieux naturels. C'est maintenant le temps de renverser la vapeur et j'ai grand espoir que cette nouvelle politique-là nous permettra d'intégrer notamment les cibles de protection du territoire dans les outils de planification urbanistique des municipalités et des MRC. Suivant. J'ai pris, par exemple, une carte pour vous illustrer à quel point le territoire est fragmenté. C'est bien sûr probablement l'exemple qui est le plus frappant, celui de la couronne métropolitaine de Montréal. Si j'avais été ailleurs, j'aurais eu un autre portrait. Ici, vous le voyez très bien. Si on n'avait pas eu la loi sur la protection du territoire agricole, ce serait une catastrophe. Et nous avons besoin de nous doter de nouveaux outils, notamment pour protéger les corridors. On pourrait très bien avoir un projet de loi ou une loi sur la ceinture verte. Ça s'est vu dans d'autres instances provinciales, en Ontario notamment, où c'est une priorité. On doit protéger les corridors et faire en sorte que la biodiversité puisse traverser, connecter entre différents milieux prochainement. Un simple rappel que la cible que nous avons atteinte collectivement en décembre était une cible intérimaire. Les prochains objectifs de protection du territoire sont de 25 % en 2025 et de 30 % en 2030. Je répète, d'ici 2030, nous devrons avoir protégé 30 % de notre territoire terrestre et marin pour réussir à réduire la vitesse à laquelle le déclin de la biodiversité se déploie. Alors, c'est phénoménal, mais il faut mettre vraiment les efforts pour y arriver. Suivante, je crois que j'arrive à terme. Voilà, alors c'était le mot de la fin, de dire à quel point nous devons donc mettre les bouchées doubles pour atteindre les nouvelles cibles qui sont devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bérubé. C'est toujours motivant de vous entendre, de constater l'intégration de la conservation des milieux naturels au niveau municipal. Puis vous m'avez ouvert la porte, notamment avec ce qui s'en vient en aménagement du territoire. Là, demain, on va pouvoir poursuivre les discussions avec Mme André Laforêt, là, qui est ministre du MAMACH en lien avec l'aménagement du territoire. Donc, merci beaucoup, Mme Bérubé. Au plaisir, merci.